Bonjour, on va donc faire aujourd'hui la conférence de radiologie pour les T3. Moi je suis Augustin Leclerc, je suis interne en radiologie à Paris et je fais également des conférences à Californie. On va essayer de revoir un petit peu en radiologie tout ce qui est important pour le raisonnement radiologique. Vous avez du temps, vous êtes encore en D3, vous avez du temps pour voir les images dans vos différentes spécialités, pour apprendre la sémiologie et pour savoir comment raisonner sur une imagerie. Moi je vais surtout mettre l'accent sur des points importants et sur des petits points d'interprétation d'imagerie pour ne pas que vous soyez perdu lors de l'imagerie. Donc on va commencer avec le dossier numéro 1. Le dossier numéro 1 est un peu difficile puisque c'est un polytraumatisé. Donc dans les polytraumatisés, vous savez qu'on peut quasiment tout avoir. On peut avoir des fractures, donc de l'orthopédie. On peut avoir des troubles viscéraux, des fractures de rate, des fractures de rein, des fractures hépatiques. On peut avoir des dissections aortiques. Ça va vraiment de la tête jusqu'aux pieds et tout peut être cassé, tout peut être déchiré. Donc vraiment, il faut faire attention. L'accueil d'un polytrauma aujourd'hui, c'est quasiment standardisé puisque chaque minute qui passe, c'est une minute de moins dans la survie du patient. Plus le temps passe à partir du polytraumatisme jusqu'à la prise en charge, plus le patient a de chances de mourir. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les réflexes à avoir et comment bien prendre en charge de manière déjà radiographique un polytraumatisé. Donc si on fait l'analyse de cet énoncé, vous êtes interne au SAMU, donc vous êtes appelé sur les lieux d'un accident de la route. Accident de la route, c'est important puisque vous savez qu'il y a plusieurs critères qui permettent de savoir si un accident de la route est grave ou pas grave, notamment si il y a des personnes mortes sur le lieu de l'accident, si le motard était sans casque, si la personne a été éjectée du véhicule, etc., etc. Un élément très important, c'est également la cinétique. Plus la personne va vite, plus les dégâts vont être importants. Et c'est une relation qui n'est pas totalement linéaire, mais qui est vraiment... plus on va vite, plus les dégâts sont graves et plus ils sont diffus. Donc il faut faire très attention à ça. Le motard était casqué, donc ça c'est très important aussi. Ça veut dire que possiblement, il n'y aura pas de traumatisme crânien, pas d'hématome sous-dural, pas d'hématome extradural. Il faudra quand même le vérifier, mais on est plutôt rassuré sur le terme neurologique. Vous arrivez au centre hospitalier alors que l'état hémodynamique n'est pas stabilisé. Ça aussi, c'est un point clé, puisqu'on va voir après que la prise en charge est différente selon que le patient est stabilisé ou selon que le patient n'est pas stable. Donc là, le patient n'est pas stable. On va voir ensuite quels examens radiologiques de première intention demandez-vous. Donc là encore, bien lire l'énoncé. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment, chez un patient instable qui est polytraumatisé, qu'est-ce que vous faites? Donc le body scanner, le scanner corps entier qu'on fait chez tous les traumatisés, va ici être un peu décalé dans le temps, puisqu'on va éviter de transporter un patient qui est instable pour éviter de l'aggraver. Donc chez un patient non stabilisé, il y a 4 examens qu'il faut faire, c'est vraiment standardisé. Le premier, c'est un cliché de radiographie pulmonaire. En fait, tout ce bilan, c'est vraiment un complément de votre examen clinique. Donc la radiographie pulmonaire, ça montrera des grosses choses. C'est vraiment, est-ce qu'il y a un hémothorax, est-ce qu'il y a un pneumothorax massif. C'est vraiment, on cherche ce qui va tuer le patient. On ne cherche pas du tout d'analyser finement le parenchyme ou la plèvre, par exemple. La radiographie de bassin, ça va nous servir également uniquement à voir s'il y a une fracture du bassin ou pas. Parce que la fracture du bassin, c'est une fracture qui saigne beaucoup. Le bassin peut contenir jusqu'à 3 litres de sang. Et vous savez que le corps humain en contient 5. Donc si on met 3 litres dans le bassin, le patient a une forte chance de décompenser et de désynchroniser sa pompe cardiaque. Donc attention au bassin. Les radiographies du rachis cervical, ça doit être un peu secondaire puisque quasiment tous les polytraumatisés ont une minerve ou en tout cas une coquille rigide. Donc le bilan sera plutôt fait par scanographie ou par un bilan plus profond. Les radiographies du rachis cervical, c'est vraiment si le patient a une symptomatologie médulaire qui est au premier plan et qui en plus il est instable. Souvent, ça ne sera pas suffisant. L'échographie FAST enfin, c'est une échographie en fait qui est une échographie destinée à pouvoir être réalisée par tout le monde, le réanimateur comme le radiologue. Et en fait, il faut s'attacher à regarder 4 zones. Donc c'est une échographie qui doit vraiment être très rapide, elle ne doit pas durer plus de 5 minutes. Il faut regarder uniquement s'il y a de la présence de sang ou pas. On ne va pas non plus détailler les lésions, on ne gradera pas par exemple une fracture de la rate ou une fracture du foie. On va uniquement voir s'il y a un épanchement qui signe une hémorragie ou non. Donc ici vous voyez, au niveau de l'épicarde, on va se mettre ici, au niveau de l'épigaste, pardon, et on va regarder les cavités cardiaques. Vous savez que si on bec la sonde vers le haut,
on a directement accès à la cavité cardiaque et on va voir s'il y a un hémopéricarde par exemple. Dans cette région, donc on est dans l'hypochondre droit, on va regarder s'il y a un épanchement autour du foie, ici autour de la rate, et enfin au niveau du pelvis, on fait une coupe vraiment basse, en axiale, et on va regarder s'il y a du sang dans le cul-de-sac de Douglas, puisque vous savez que tout ce qui est liquidien dans le corps va avoir tendance à descendre, à être déclive. Donc s'il y a du sang, ce sera dans le cul-de-sac de Douglas. Donc c'est un bilan qui est standard, 3 examens radiographiques, une échographie dite FAST. C'est très rapide, ça prend pas beaucoup de temps, et ça permet d'avancer un petit peu déjà sur les diagnostics quand le patient n'est pas stable. Donc voici l'échographie abdominale qui a été réalisée. Donc une échographie, souvent vous avez un peu peur quand vous voyez des échographies, vous ne savez pas très bien comment les interpréter. En fait, c'est pas très compliqué. Dans l'échographie, il faut raisonner comme sur un scanner. On peut avoir des coupes qui sont axiales, donc qui sont dans ce plan-là, qui sont en coupe, ou des coupes sagittales qui vont être dans ce plan-là. Et en gros, c'est à peu près les 2 seules coupes qu'on fait quand on explore le digestif. Et ensuite, on va voir tous les organes qui sont intra-abdominaux, comme sur un scanner. En fait, ça va faire un effet zoomé. Ici, si vous aviez un scanner, là on est sur la région de la rate. Ici, vous avez le petit S qui veut dire spleen. Et donc en gros, ici on est sur la région de la rate. Ici, on est sur la région du foie. Donc, cette image a été prise comme ça, en coupe axiale. Et cette image-là a été prise comme ça, en coupe axiale également, mais au niveau du flanc droit. Donc vous voyez que cette coupe, on a donc la surface qui est ici, la profondeur qui est là. Ici, ce sera toujours la droite, et ici, ce sera toujours la gauche. C'est les mêmes conventions qu'au scanner. Encore une fois, sur une coupe de scanner, vous auriez la même chose, mais tout simplement, cette coupe échographique qui est en quelque sorte zoomée sur l'organe qui nous intéresse. Donc là, c'est pas facile, je suis d'accord avec vous, pour voir les lésions. Mais en tout cas, on peut voir en gros le foie qui est ici, comme ça. Donc tout ça, c'est le foie. Ici, c'est le rein, qui est juste là. Donc encore une fois, on ne le voit pas en entier, contrairement à une coupe de scanner où on voit de l'avant vers l'arrière en entier chez le patient. Ici, on ne voit pas tout. Et donc ce qu'on cherchait à montrer, et ce qu'on voit ici, c'est cette toute petite lame d'épanchement qui est ici, qui est, vous le voyez, en hypoéchogène, qui est vraiment, donc c'est du liquide, qui est juste ici, qui est localisé entre le foie et le rein. Et donc c'est ce qu'on appelle l'espace interhépatico-rénal, ou la loge de Morrison. C'est un endroit très classique d'épanchement hémorragique en cas de polytraumatisé. Pareil au niveau de la rate, donc c'est la même chose. On repère la rate qui est ici, comme ceci. Donc encore une fois, si vous avez des cas d'iconographie où vous avez une échographie, on vous montrera les organes qu'on cherche à voir. Parce que c'est toujours compliqué de savoir dans quelle zone on est. Donc on vous dira, on est au niveau de la rate, ou on est au niveau du rein, qu'est-ce que vous voyez? Et là encore une fois, ce qu'on voit, c'est encore plus facile puisqu'il y a des flèches ici, c'est tout ceci. Et c'est encore une fois de l'épanchement. Donc c'est hypoéchogène. Alors le sang en phase aiguë, il peut être soit hyperéchogène, soit hypoéchogène lorsqu'il est déjà un peu liquéfié. Et donc là, on voit également un peu de sang qui est en périsplénique, donc qui signe un épanchement de type hémorragique intra-abdominal. Donc l'échographie FAST, c'est vraiment très simple. Il faut s'attarder aux grosses choses. Est-ce qu'il y a un épanchement, donc du sang, ou pas? Donc voilà, dans la correction, je vous ai recoté le mot-clé épanchement liquidien. La localisation, c'est toujours important. Donc espace interhépatico-rénal et espace périsplénique. Oubliez les noms propres. Là, le Morrison, donc c'est comme ça qu'on l'a appelé avant. Oubliez les noms propres, vraiment pour la pratique médicale et pour l'internat en particulier. Les noms propres ont été quasiment bannis. Donc essayez de détailler les régions anatomiques selon les structures anatomiques qui les composent. Et donc en conclusion, probable épanchement hémorragique. Donc là, il faut quand même donner le mot-clé hémorragique, puisque dans un contexte de polytraumatisé, c'est très probablement du sang qui est dans ces épanchements. Encore une fois, il faut rester très simple. Dans la question 3, vous stabilisez votre patient. Donc les réanimateurs ont fait leur boulot, le patient est stable, il peut être transporté au scanner. Quel examen indispensable allez-vous demander et comment se déroule-t-il en pratique? Donc là, c'est ce qu'on a vu. L'examen indispensable à tout polytraumatisé, c'est un body scan. Donc c'est un scanner corps entier. On va du crâne jusqu'au pied.
Et on va injecter également ce scanner pour savoir s'il y a des fractures, s'il y a des organes qui sont atteints, qui sont lésés. Il faut savoir que c'est le body scan qui sauve la vie des patients. Ça ne sert à rien de stabiliser un patient pendant 3 à 4 heures, puisque c'est quasiment sûr que le patient va mourir, qu'il ait une hémorragie active quelque part. Donc le body scan, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de savoir pourquoi le patient n'est pas stable, pourquoi il saigne, et surtout d'où il saigne, et comment on va pouvoir le prendre en charge. En pratique, comment ça se passe? Très souvent, les patients sont amenés par le SAMU, ils sont pris en charge à l'arrivée par le REACHIR, et ils sont amenés directement quasiment en salle de scanner, où la réanimation médicale se poursuit pendant la préparation du scanner. Le scanner en lui-même, il ne dure pas très longtemps, ça dure un quart d'heure maximum de porte à porte, ça veut dire de l'entrée du brancard dans la salle jusqu'à la sortie de la salle, sachant que le scanner en lui-même, il y a différentes phases, mais en gros, il ne dure pas plus de 5 minutes. Donc c'est un examen rapide qui est extrêmement performant, et il faut savoir le faire de plus en plus chez des patients qui sont vraiment polytraumatisés. C'est vraiment, certaines études ont montré que c'était le délai avant le body scan qui conditionnait la survie des patients. Donc comment se déroule-t-il en pratique? On va le voir. Il se déroule d'abord sans injection. Ça va nous permettre de voir le cerveau et le rachis cervical. On n'a pas besoin d'injecter pour savoir s'il y a un hématome sous-dural ou extradural. Au contraire, on pourra être un peu embêté si on injecte d'emblée. Donc cette acquisition sert vraiment à voir s'il y a une hémorragie intracrânienne, hématome sous-dural, hématome extradural, hémorragie sous-arachnoïdienne par exemple. Vraiment des grosses choses. Et le rachis cervical, donc c'est une analyse qui va être fine du rachis cervical, qui va voir de petites fractures qu'on ne verrait pas sur les radiographies standards, et qui permet de voir également si le rachis est stable ou instable. Ça c'est très important, puisque dans le cas où le rachis est instable, il faudra opérer le patient avant d'enlever le collier rigide, sinon il y a des risques de compression médulaire et de traumatisme de la moelle. Ensuite, on va faire une acquisition au temps artériel, puis au temps portal. Donc le temps artériel, c'est à peu près 30-40 secondes après l'injection du produit de contraste. C'est la phase où le produit de contraste est uniquement dans les artères. Donc il va être dans l'aorte, dans l'artère rénale, dans l'artère hépatique, etc. Ça va nous permettre de savoir s'il y a des éléments qui saignent. On va avoir vraiment un saignement actif, on va avoir une hyperdensité, le sang en scanner c'est hyper dense, qui va être en dehors d'une structure, en dehors d'une lumière vasculaire. Donc ça veut dire que c'est une hémorragie active. L'acquisition au temps portal permet, elle, de savoir comment vont les organes en fait. La bonne interprétation d'un parenchyme hépatique ou d'un parenchyme splénique par exemple se fait au temps portal où on voit vraiment l'homogénéisation des tissus qu'on va analyser. Les vaisseaux sont tous rehaussés, à la fois les artères et à la fois les veines, et on peut un peu mieux stadifier les lésions de ces organes. Par exemple, une fracture du foie, une fracture de la rate se verra mieux au temps portal qu'au temps artériel. Et enfin, si on a un doute sur une extravasation de produit de contraste, justement sur une hémorragie active, ou, on va le voir tout à l'heure, sur une extravasation par rupture des cavités excrétrices rénales, on fera également un temps tardif pour savoir s'il y a une accumulation du produit de contraste en dehors des lumières vasculaires, en dehors de la vessie par exemple, ou dans le cul-de-sac de Douglas, qui signerait une effraction soit vasculaire, soit une rupture des voies excrétrices. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, les scanners corps entiers se font par plusieurs passages successifs de l'hélice, qui va d'abord couvrir le rachis et le cerveau, puis après injection, couvrir vraiment le thorax, l'abdomen, le pelvis, voire les jambes, mais ça on n'a pas besoin d'injecter pour voir les jambes. Et donc le thorax, l'abdomen, pelvis, on fait vraiment au temps artériel et au temps portal. La durée totale porte à porte, donc j'ai mis que c'était 15 minutes, et vraiment il faut se dire que en dehors des phases où les rayons X sont émis, les réanimateurs sont vraiment toujours avec le patient, en train de vérifier comment il va, en train de réinjecter des drogues pour le maintenir en vie. Mais l'examen clé d'un polytraumatisé, c'est vraiment le body scan. Ça, c'est le message de la conférence. Il faut faire le plus rapidement possible le body scanner à tout polytraumatisé. Alors, la question 4, c'est interpréter le scanner réalisé. Donc, vous voyez que les images ici, c'est des images donc, qui sont scanographiques, qui sont zoomées, là que j'ai zoomé sur les zones en particulier. C'est beaucoup plus simple d'interpréter ça que l'échographie tout à l'heure, vous l'avez vu. Ici, on voit vraiment les structures d'ensemble, on voit bien le contraste entre les différents organes, et même si vous n'êtes pas radiologue, vous pouvez voir les différentes pathologies qu'on peut voir lors d'un polytraumatisme. Sur cette coupe, vous voyez que l'aorte qui est ici est rehaussée par du produit de contraste. Vous voyez ici que la veine cave est également rehaussée par du produit de contraste. Le parenchyme rénal
qui fait tout ça est entièrement rehaussé. Donc ça veut dire qu'on a un temps portal. On est à au moins 80 secondes après l'injection de produit de contraste. Et le produit de contraste a eu le temps d'aller dans les artères et de repartir par les veines. Donc c'est le temps qui nous permet de bien voir les structures parenchymateuses, notamment ici le foie ou le rein. Donc ce qu'on peut voir ici, qu'est-ce qu'on cherche à voir? Encore une fois, c'est pas très compliqué dans un polytraumatisé. On cherche du sang essentiellement. Donc ici vous pouvez voir que toute cette zone-là, qui est hypodense, c'est du sang qui n'est pas totalement frais mais qui est un peu vieilli. Encore une fois, le scanner, le sang très jeune, très actif va être blanc, va être hyperdense, et le sang un tout petit peu vieilli va être hypodense, donc va être comme un signal liquidien. Donc on voit ici qu'on a un épanchement périrénal, donc qui signe une hémorragie. On va se demander pourquoi est-ce qu'il y a une hémorragie périrénale, et là la réponse est simple. On voit ici que le parenchyme rénal est totalement coupé. Tout ça, c'est une fracture rénale qui va du cortex. Le cortex est ici. Vous voyez que la corticale est complètement rompue ici. Et qui va jusqu'aux cavités excrétrices. Les cavités excrétrices sont là. Donc elles sont également rompues. Sur cette image-là, on ne peut pas dire précisément s'il y a une rupture ou pas des cavités excrétrices. Mais en tout cas, on soupçonne très nettement une rupture des cavités excrétrices au niveau du île du rein, puisque le trait de fracture, qui est très vaste, va de la corticale jusqu'au centre. C'est ce qu'on appelle une fracture de type 4, une fracture rénale qui va de la périphérie vers le centre, vers le île, une fracture de type 4. Ici, on a également un épanchement hémorragique qui fait tout ça. Si on regarde le foie, ce qu'on voit ici, ce sont donc les veines portes qui sont rehaussées. Le parenchyme hépatique a l'air plutôt bien. Il n'y a pas de lésion hépatique, pas de fracture. La vésicule biliaire est juste ici. Hop, on va essayer de faire ça beau. Donc la vésicule biliaire est juste ici. Tout ce qui est structure osseuse, là on a un corps vertébral. On l'interprétera sur des coupes spéciales où on va utiliser une fenêtre qui va être centrée sur l'os et qui nous permettra de bien voir l'os. Sur cette vertèbre par exemple, le contraste est trop fort, donc on ne peut pas dire s'il y a vraiment une fracture ou pas de la vertèbre. Pareil pour les côtes qu'on voit ici, c'est difficile de dire s'il y a une fracture de côte ou pas. Donc on va utiliser plus tard une échelle adaptée à l'os pour bien analyser cet os. Et enfin, toujours regarder également les tissus sous-cutanés, donc qui sont ici, les muscles, là et là, donc ça c'est le muscle psoas notamment, pour vérifier s'il n'y a pas d'hématome dans ces muscles, pas d'air, d'emphysème qui signerait une effraction cutanée et qui devrait alerter sur les structures derrière. Donc là on voit que sur ce scanner, on a un trait de fracture qui va de la corticale vers le île rénal. C'est donc une fracture rénale a priori de type 4. Comment est-ce qu'on fait pour le prouver? On l'a vu tout à l'heure. On va faire un temps tardif, où on va refaire une hélice au temps tardif. Et ça c'est le temps tardif. Et vous voyez ici que le produit de contraste, tout ce qui est donc hyperdense c'est le produit de contraste, que le produit de contraste, au lieu d'être allé dans la vessie, est resté autour de l'urtère. L'urtère va être ici. Donc il y a une fuite du produit de contraste périurétérale. C'est donc qu'il y a une rupture des voies excrétrices. Sur cette coupe au temps tardif, on prouve qu'il y a donc une fracture de type 4 avec rupture des voies excrétrices. Donc sur la correction, on le voit très bien. La rupture complète du parenchyme rénal. Le trait de fracture qui va du cortex au sinus. Donc ça signe une fracture de type 4. Les classifications des fractures dans un embolie traumatisé, vous ne les retenez pas, lisez-les, mais ne les apprenez pas par cœur, ça ne sert pas à grand chose. Et enfin, l'épanchement liquidien périrénal et la fuite de produit de contraste extra-urétéral, c'est celle-là qui est importante, puisque ça signe une rupture totale des voies excrétrices. Donc une fracture du rein droit de grade 4. N'oubliez pas bien sûr de toujours mettre le côté, donc là c'était effectivement le rein droit. Donc alors, cette reconstruction, il faut savoir également, je vous ai mis cette reconstruction en 3D pour vous montrer que l'analyse d'un scanner aujourd'hui ne se fait plus uniquement sur des coupes. Vous savez que le patient va être coupé en tranches, comme ça, en coupe axiale. Mais grâce à la technologie et grâce à la finesse des acquisitions, on peut reconstruire ces coupes dans les différents plans de l'espace. Par exemple, on va pouvoir regarder des coupes en sagittale ou en coronale. Et on va également pouvoir reconstruire en 3D les différents organes afin de voir plus précisément s'il y a une fracture ou pas.
par exemple, sur cette reconstruction en 3D du bassin, vous voyez ici un trait de fracture qui fait tout ça, donc qui fait l'ensemble de l'aile iliaque, qui intéresse l'ensemble de l'aile iliaque. Et donc ce trait de fracture était sans doute visible sur les coupes axiales ou sur les coupes coronales, mais le principe de la 3D, c'est qu'on va pouvoir montrer ça au chirurgien, juste avant l'opération. Il va visualiser dans l'espace ce qu'il va trouver en pratique lors de l'opération, par exemple, et il va être comme ça beaucoup mieux guidé, beaucoup plus sûr de son geste. Donc la 3D permet de rattraper certains diagnostics, mais elle permet surtout d'avoir une bonne visualisation de la pathologie pour les médecins, pour les référents et pour le chirurgien. Donc ici, vous aviez effectivement une fracture du bassin gauche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les fractures du bassin sont dangereuses parce que beaucoup de sang peut partir du bassin. On peut avoir 3 litres de sang dans le bassin. Donc c'est une urgence vitale, c'est une urgence thérapeutique. Et il faut vraiment faire attention à bien les voir, ces fractures du bassin. Donc le chirurgien vous informe qu'il est prêt à aller opérer tout de suite, qu'il est prêt à aller ostéosynthèser cette fracture. Qu'en pensez-vous? Donc là, il faut faire attention. Déjà, ce type de question, dans les dossiers, souvent c'est un peu louche. Il faut souvent répondre non, quand ça paraît trop gros. Là, effectivement, c'était non. Et la chirurgie est même contre-indiquée. Ça, n'hésitez pas à mettre ce mot-clé, c'est contre-indiqué ici. Pourquoi? Parce que c'est l'hématome qui fait sa propre hémostase. En fait, lorsque une artère du bassin est rompue, elle va saigner. Il va y avoir un hématome qui va se faire autour de ce vaisseau qui saigne. Et en fait, comme le bassin n'est pas extensible, cet hématome va lui-même comprimer l'artère et va l'empêcher de saigner. Donc si jamais on ouvre le bassin chirurgicalement, on va enlever cet hématome, on va nettoyer la zone, mais du coup, on va empêcher donc l'hémostase de se faire et le saignement va reprendre de plus belle. Le problème du bassin, c'est que la visualisation des artères qui saignent est très difficile. C'est un espace qui est assez grand, d'autant plus que la fuite est active, donc on va vraiment avoir du mal entre l'aspiration du sang, la visualisation de l'artère et le traitement de l'artère qui est pas toujours facile. Donc dans ce cas-là, dans le cas d'une fracture du bassin, il faut vraiment faire appel au radiologue interventionnel. Donc c'est ce qu'on appelle le radiologue vasculaire, qui va en fait insérer un cathéter dans une artère. Souvent c'est une artère fémorale, parfois c'est les artères radiales. Et il va aller monter un petit guide dans les vaisseaux, au contact de l'hémorragie. D'abord injecter un peu de produit de contraste. Là il va pouvoir localiser la fuite. Donc c'est ce qu'on appelle le repérage des artères impliquées dans le saignement. On envoie donc du produit de contraste, on prend des clichés de scopie, et on voit très bien l'ensemble des structures vasculaires, et on peut voir s'il y a un débit suffisant, la fuite des produits de contraste. À ce moment-là, une fois qu'on a repéré la fuite, on va mettre un cathéter qui est encore plus sélectif, toujours par les mêmes voies, soit artérielle, soit fémorale, soit radiale, et on va aller directement jusqu'à la fuite, et on va déposer soit des coils ce sont des petits ressorts qui vont s'auto-expandre dans la lumière, soit on va mettre de la colle pour boucher l'artère et pour arrêter le saignement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'embolisation thérapeutique. Le mot-clé, c'est embolisation. Et l'embolisation, c'est donc la fermeture de cette artère qui saigne et qui permet d'arrêter le saignement. Donc c'est quelque chose qui se fait assez facilement chez un patient qui doit être stable, bien sûr. Un patient instable, on va éviter de lui faire une embolisation dans de mauvaises conditions. Évidemment, si on doit faire une embolisation de sauvetage, peu importe que le patient soit stable ou pas. En tout cas, c'est mieux d'avoir un patient qui est le plus stable possible. Et c'est donc une technique qui va parfois très vite. Si on trouve tout de suite l'artère qui saigne et si on arrive très vite à monter le cathéter, ça peut prendre moins d'un quart d'heure. Dans les autres cas, parfois on peut un peu plus galérer pour trouver l'artère ou en tout cas pour arriver à la cathétériser. Donc ça peut être un peu plus long. En tout cas, c'est vraiment le traitement de choix pour les fractures du bassin qui saignent, pour éviter d'avoir comme ça le patient qui va mourir sur la table, qui va se vider de son sang sur la table lors de l'opération. Donc voilà, c'était la fin de cette conférence. Je vous ai mis le numéro de l'item, donc c'était l'item 201, le polytraumatisé. Donc c'est un item qui est assez vaste, avec vraiment beaucoup de choses qu'on peut retenir. Ne l'apprenez pas directement dans cet item, le polytraumatisé. Retenez juste le principe de la stratégie d'utilisation des examens radiologiques. Pour tout ce qui est fracture, rupture, etc., lisez-les, apprenez-les dans vos différents bouquins de spécialité, ça sera plus simple.